C'est un procès dont le verdict était attendu parce qu'il touche notamment la liberté de la presse. Dans l'affaire MPP Ladji Bama, le journaliste d'investigation a été condamné à verser 2 millions de francs CFA au MPP. Ladji Bama qui entend d'ores et déjà faire appel de ce verdict. Nous tenterons de le joindre au téléphone dans ce journal. Et puis, la chronique écho de ce lundi revient, elle, sur la suspension des salaires de plusieurs fonctionnaires. C'était il y a un an, notamment les mois de mars et avril 2020. Cette décision du Conseil d'État avait-elle une base légale? La réponse de nos confrères de l'hebdomadaire de l'économiste du Faso, ce sera pour tout à l'heure. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, nous ouvrons ce journal avec ce premier verdict dans le procès qui oppose le MPP au journaliste d'investigation Ladji Bama. Ce dernier vient d'être condamné à verser 2 millions de francs CFA au mouvement du peuple pour le progrès. C'est une information de nos confrères de la radio Méga FM, elle-même qui reprend un article du journal en ligne Burkina 24. Et pour en parler, nous sommes justement au téléphone avec le concerné Ladji Bama. Ladji Bama, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ladji Bama, le verdict vient de tomber. Je le disais, c'est un premier verdict. Il faut d'abord peut-être rappeler un peu l'affaire qui vous oppose au mouvement du peuple pour le progrès, le MPP. C'est un post sur votre page Facebook où vous auriez accusé le MPP d'être à la base de la tentative d'assassinat sur votre personne. C'est bien ça? Peut-être que je dois vous rectifier un peu. Allez-y, allez-y. J'ai essayé juste de résumer, mais allez-y pour les détails. Au lieu d'accuser, j'ai soupçonné. Je crois que les deux mots ont des sens assez différents en français. Je soupçonne d'être derrière cette énième tentative d'assassinat qui visait ma personne. Voilà. Donc vous avez soupçonné le MPP d'être derrière cette tentative d'assassinat sur votre personne. Et c'est cela qui a amené le mouvement du peuple pour le progrès à vous assigner en justice. Le verdict vient de tomber, je le disais. Qu'est-ce que vous entendez faire? Naturellement, comme je l'ai dit ce matin aux confrères qui étaient sur place au palais de justice, je ne me reconnais pas dans cette décision de justice. Et je la conteste énergiquement parce que je trouve qu'elle est tout à fait contraire à la vérité des faits. Elle est contraire à la teneur des débats qui ont eu lieu au procès le 1er mars dernier, où mes avocats et moi-même avons démontré par des arguments assez consistants et clairs de ce que je n'ai pas eu ni l'intention, ni dans les faits à diffamer qui que ce soit dans cette affaire. Donc, venir me présenter cette décision, me condamnant à payer toutes ces sommes dont on parle, je ne me reconnais pas dedans et j'entends faire appel de cette décision-là pour qu'on puisse espérer justice dans cette affaire. Vous entendez donc faire appel, le procès continue. Donc, pour vous, personnellement, comment est-ce que vous vivez ce procès? Est-ce que vous la vivez comme une tentative d'intimidation ou bien une entrave à la liberté de la presse? Je ne sais pas quoi dire. Certainement, peut-être ceux qui sont derrière tout ça pourraient mieux répondre à cette question. C'est parce qu'ils ont comme intention en initiant toutes ces choses. Mais je dis que si l'intention est de m'intimider, alors c'est raté. C'est raté parce que, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas de nature à être intimidé par ce genre de petits jeux-là. Voilà, j'ai été plusieurs fois victime de tentatives d'assassinat. Cela ne m'a pas intimidé. Je continue de faire mon travail comme je l'entends. Et ce n'est pas ce genre de jeux-là qui pourront m'intimider. Si l'intention c'est de m'intimider, je dis qu'il va falloir retrousser encore les marches parce qu'ils sont encore loin de leur objectif. Je ne suis pas intimidé à ce jeu-là. Voilà. Dans cette dernière affaire de tentative d'assassinat, est-ce que vous-même avez déposé plainte? Et contre qui? Naturellement, que ce soit cette deuxième tentative ou la première, j'ai toujours déposé plainte contre X naturellement parce que
voyez-vous, c'est des situations où on n'arrive jamais à identifier les individus qui sont derrière ces pratiques lugubres-là. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit croiser les bras et tout s'asseoir. Et donc, chaque fois que ça s'est passé, j'ai toujours déposé plainte contre X, que ce soit le 20 janvier 2020, non, pardon, le 6 janvier 2020, pardon, où j'ai été l'objet de la première tentative, où mon véhicule a été incendié à mon domicile. J'ai déposé plainte. Et cette fois-ci encore, j'ai encore déposé plainte. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune suite de toutes ces plaintes-là. Aucune suite m'a été donnée. Et puis, lors du procès la dernière fois, lorsque mes conseillers ont demandé au procureur de l'audience ce jour-là, où ils en étaient avec ma plainte qui a été déposée le lendemain de la tentative d'assassinat sur de Dori, le procureur n'a pas eu peur, n'a pas craint de laisser savoir au tribunal qu'il n'est pas au courant de ma plainte. Figurez-vous, le procureur n'est pas au courant de ma plainte qui est déposée régulièrement au niveau du commissariat de Bogodogo, qui a été régulièrement enregistré. Or, vous savez très bien que le commissariat de Bogodogo, le commissaire et ses hommes sont des OPJ, travaillent sous les ordres du procureur, et j'imagine qu'ils ne peuvent pas enregistrer ma plainte et ne pas tenir le procureur informé de cette plainte-là. Donc, comprenez que c'est une justice qui est à deux vitesses, où lorsque, quand on s'appelle Ladi Bama, quand on est journaliste, on dépose plainte, elle est ignorée, on ne sait pas où elle se trouve, mais quand on s'appelle MPP, quand on dépose plainte, on peut l'instruire à une vitesse grand V et on peut rendre une décision en très peu de temps. Donc, voilà. C'est à ça qu'on a affaire au Burkina. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Merci Ladi Bama. C'est votre version des faits. Merci de l'avoir donnée. On suit ce procès. On verra jusqu'où il ira. Merci d'avoir accepté de nous parler ce soir. La suite de ce journal est maintenant direction le palais de Kosiam où le chef de l'État a accordé des audiences ce lundi. Rochma Christian Kaboré a reçu le nouveau directeur général du DESIE, l'Institut international d'ingénierie et de l'eau, de la provision de l'environnement, après s'être entretenu avec un représentant de la communauté Saint-Egidio, l'ancien ministre italien Mario Giro. Justin Monto pour le compte rendu. La première personnalité à être reçue ce matin par le président du Faso est l'ancien ministre italien Mario Giro. Il est chargé de relations internationales de la communauté de Saint-Egidio. Objectif de la visite, favoriser un partage d'expériences entre la communauté Saint-Egidio et le gouvernement burkinabé en matière de processus de réconciliation, mais pas que. L'objet de la visite, c'est l'amitié qui lie le président Kaboré avec la communauté de Saint-Egidio depuis très longtemps. Il avait participé déjà il y a des années à nos initiatives de dialogue interreligieux et pour la paix. Et je suis venu lui rendre visite avec l'ambassadeur d'Italie. Saint-Egidio est présent dans le pays avec des communautés pour l'action sociale, le travail avec les pauvres, le programme Bravo pour l'inscription à l'état civil et d'autres activités. On a parlé aussi comment faire face à la pandémie et à la situation aussi au nord du pays pour continuer et renforcer la situation meilleure qui prévaut maintenant avec des programmes de déradicalisation et de développement. Après l'ancien ministre italien, c'est au tour du nouveau directeur général de DESIE, élu en 2020. Ce 15 mars, il vient se présenter au président du Faso, mais aussi échanger sur les défis auxquels l'Institut DESIE est confronté. Le premier défi, comme vous le savez, c'est de pouvoir rétablir notre équilibre financier. Nous avons échangé là-dessus. Mais aussi, en fait, de remobiliser les États. Donc, derrière cet établissement, qui est un excellent outil d'intégration, pour qu'ils puissent continuer à exercer sereinement son cœur de métier, c'est-à-dire tout simplement former des cadres africains en Afrique, mais aussi aux standards internationaux. De nationalité sénégalaise, le nouveau président de l'Institut DESIE a été installé dans ses fonctions le mois d'août 2020. Pour lui, le développement passe nécessairement par une ressource humaine de qualité. Et la mission de son institution, c'est la formation de la jeunesse burkinabé et africaine pour relever les défis de développement auxquels le continent est confronté. Tout autre chose.
Pour elle, c'est une manière plus utile de célébrer la journée internationale de la femme. Les femmes de l'agence burkinabé de l'électrification rurale ont rencontré celles du village de Kombili, une localité qui vient d'être connectée au réseau électrique. À ces dernières, le personnel féminin de l'ABER est allé expliquer les avantages sociaux et économiques à tirer du courant électrique. Benjamin Kwame. Des lignes à haute tension implantées au dernier trimestre de l'année 2020 à Kombili, près de 180 km de Ouagadougou, dans la commune rurale de Guiaro. Nous sommes dans la province du Naouri. C'est l'œuvre de l'agence burkinabé de l'électrification rurale. Et c'est justement à Kombili que les femmes de l'ABER ont décidé de commémorer la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. Il s'agit ici de sortir de la tendance habituelle festive et insister sur l'utilisation productive de l'énergie en milieu rural. Et l'investissement qui a été fait est très important et c'est un investissement pour les femmes et pour les hommes, c'est pour la population. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours évident. Dans la conscience des femmes, et peut-être qu'elles peuvent utiliser tout ce qui a été mis à leur disposition, mais si elles ne sont pas au courant, si elles ne savent pas quel chemin prendre, ça pose problème. Mais aussi la réalité, elles peuvent vouloir utiliser les services de l'énergie, mais ça demande des moyens. Il y a beaucoup d'inégalités. En clair, le 8 mars en différé dans cette localité consistait à montrer aux femmes les avantages à tirer avec le réseau électrique installé. Cette localité a bénéficié des services de l'ABER. Et maintenant, nous sommes venus vers ces femmes pour leur montrer comment utiliser l'énergie pour que vraiment cela soit vraiment bénéfique pour elles. C'est bien vrai, elles ont reçu l'énergie, mais ce n'est pas évident toujours qu'on puisse connaître les avantages que cela peut procurer pour les femmes. Il y a désormais de l'énergie. Avec leurs activités déjà présentes, elles peuvent bien utiliser l'électricité pour les fructifier davantage. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut utiliser. Par exemple, pour la maraîchiculture, les pompages avec du matériel qui soit beaucoup plus élaboré que l'arrosage à la main. Elles-mêmes, elles ont dit, il y a les moulins qui les aident parce qu'avant, elles faisaient moudre vraiment avec des moulins qui n'étaient pas adaptés. Il y a un certain nombre d'équipements, comme c'est pour usage productif. Ça veut dire qu'elles doivent utiliser pour avoir de l'argent. De quoi trouver de l'intérêt auprès de la municipalité de Guiaro. Les femmes de l'agence burkinabé pour l'électrification rurale, dans cette commémoration de solidarité et de partage, ont également fait don de lampadaires solaires et des torches électriques aux 19 localités présentes. Le tout dans une ambiance conviviale. Énergie encore, mais cette fois-ci dans le secteur de la santé avec ce projet hautement salutaire, celui de l'électrification de plusieurs CSPS, centres de santé et de promotion sociale. On parle de 174 bâtiments sanitaires en milieu rural, de quoi permettre au personnel soignant de ces hôpitaux de travailler dans des conditions à peu près acceptables. Le projet a été lancé dans le village de Bissanderou. Abdulrazak Traoré était son compte rendu. Bissanderou, village situé à 165 km de Ouagadougou, sur l'axe Koudougou-Dédougou dans le Mouhoun. À l'image d'une grande majorité des villages burkinabés, aucune trace de la Sonabel, la Société nationale d'électricité burkinabé. En 2018, les chiffres parlaient de 3,16% comme taux d'électrification nationale rurale. Pourtant, l'énergie est presque une nécessité dans des secteurs comme la santé. Alors, que faire pour assurer le fonctionnement des centres de santé? C'est en ce moment que le projet Essai de Mouhoun agit. Le projet de croissance économique dans la région à travers des installations solaires pour pallier le déficit. Ce 15 mars marque la mise en service officielle du système dans le CSPS de Bissanderou. De cela, c'est vraiment au-delà de Bissanderou, il y a 29 autres qui vont bénéficier effectivement de ce même éclairage. Mais cela, on ne peut pas s'empêcher de penser également aux 67 autres de la région qui n'en ont pas pour le moment et qui, bien sûr, continuent de s'éclairer justement
avec donc, des torches pour pouvoir donc, réaliser certaines activités aussi sensibles pour sauver donc, des vies. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous de dire un grand merci aux donateurs. Il faut dire que c'est un véritable épine de moins pour le gouvernement avec l'appui de ses partenaires par le biais de projets ECD Monde qui est financé à 90% par le Canada. Le Canada, c'est justement ce pays ami du Burkina Faso qui finance cette initiative de plus d'un demi-milliard de francs CFA en collaboration avec l'agence burkinabé de l'électrification rurale ABER. Qu'elles devaient utiliser leurs torches de leur cellulaire pour pouvoir aider ces femmes en accouchement. Et donc, on voit que c'est tellement important, je pense, pour le développement durable et pour avoir une meilleure santé possible, une meilleure santé pour l'accouchement, pour les nouveau-nés, d'avoir accès à l'électricité. Donc, c'est un grand honneur pour le Canada. L'électrification solaire est une des préoccupations de nos populations, surtout pour un centre de santé et qui accueille des malades, surtout des femmes qui viennent, parce qu'on sait que généralement les accouchements se passent la nuit et aussi il y a des malades la nuit. Et l'éclairage va permettre non seulement aux agents de santé d'être encore plus efficaces dans leur travail. Le projet ECD Mohun, c'est plus de 510 millions de francs CFA sur 3 ans, avec comme objectif chiffré 174 bâtiments sanitaires et 86 logements de personnel à électrifier. Il s'agit de la maternité, du dispensaire, du dépôt pharmaceutique et du logement des différents CSPS des 30 localités bénéficiaires. Des commodités infrastructurelles qui permettront sans doute aux infirmiers et aux infirmières de prodiguer des soins de santé de qualité. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'inscrire à l'Ordre national des infirmiers et des infirmières. On est passé en l'espace de quelques années d'un peu plus de 50% à un peu plus de 70% de taux d'inscription, une situation qui satisfait la section régionale du centre de cet ordre en Assemblée générale ce week-end. Justin Monteau. En 2020, 2155 infirmiers ont été inscrits au tableau de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. C'est ce qui ressort du bilan 2020 de cette première assemblée régionale du Conseil régional du Centre. Pour le président du Conseil régional du Centre, ce contingent constitue un renfort pour le secteur de la santé dans un contexte de coronavirus. Le pays vit depuis une année la pandémie qui est mondiale et c'est important que l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé, chacun puisse en tout cas jouer pleinement son rôle. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est important de renforcer les connaissances des infirmiers sur la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Mais aussi, il faut dire que quand un infirmier est inscrit, il faut aussi que l'ordre œuvre à renforcer ses compétences afin qu'il puisse offrir des soins de qualité, des soins adaptés aux besoins de nos populations. Avec le taux déjà d'inscription, nous voyons que c'est passé de 52% à 72% pour l'inscription des agents, des infirmiers à l'ordre des infirmiers. Et comme l'ordre est important pour tout agent de santé de pouvoir exercer sa profession en toute légalité, je pense que c'est un travail déjà qui est bien. Et nous allons inviter en tout cas l'ensemble de tous les infirmiers à pouvoir en tout cas s'inscrire à l'ordre afin de pouvoir exercer à bien leur profession. Concernant les activités, 27 activités sur 32 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de près de 85%. Les recettes de financement s'élèvent à plus de 12 millions de francs CFA, avec près de 8 500 000 de dépenses. Je suis aussi très fier de voir qu'après nous, les choses continuent très bien. Parce que quand on part, parfois on a le sentiment un peu mélangé. Est-ce que ça marche après? Comment ça se fait? Mais là, on voit que la relève est vraiment bien assurée et qu'ils font nettement mieux que nous. Ce 13 mars, au cours de cette assemblée, des attestations de reconnaissance ont été remises à quelques membres de l'Ordre des infirmiers pour leur contribution à la promotion de la profession infirmière au Burkina Faso. Formation à présent, le FAFPA aux côtés des jeunes issus des milieux défavorisés de la région des Hauts-Bassins. Une centaine d'entre eux ont été formés dans des métiers porteurs et divers tels que l'aviculture ou encore la maintenance informatique. Une information qui a duré 45 jours. Surtout Justin Dabier qui nous en dit plus.
Après 45 jours de formation au Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo Dioulasso, CFPI, 100 jeunes issus de milieux défavorisés de la région des Hauts-Bassins sortent nantis de compétences théoriques et pratiques dans 8 métiers porteurs qui sont en outre l'installation d'antennes paraboliques et de caméras de surveillance, le carrelage et le pavage, l'électricité bâtiment. Munis de leur attestation de fin de formation et de leur kit d'installation, ces jeunes se disent prêts et engagés à apporter leur contribution à la construction de la nation. Soyez fiers de nous, Monsieur le ministre. Nous n'allons pas vous décevoir en matière d'emploi ou d'auto-emploi. Au nom des bénéficiaires de cette bourse de formation du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, je puis vous assurer qu'avec les kits d'installation que vous nous offrez en plus de la formation reçue, nous sommes prêts et engagés à apporter notre contribution à la construction de notre très cher pays, le Burkina Faso, à travers les différents métiers par la mise en place des micro et petites entreprises. Pour le ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, à travers cette initiative, le gouvernement veut donner la preuve que la formation professionnelle est devenue une mesure d'accompagnement véritable des jeunes pour un changement de vision et de comportement. C'est réellement une initiative louable qui permet de renforcer donc l'employabilité de tous les jeunes et issus donc de tous les milieux. Et c'est avec fierté que j'ai présidé donc à la cérémonie donc de fin de formation. Nous avons formé donc 324 jeunes filles et jeunes garçons. Et tous ceux qui ont été formés dans ce sens-là ont reçu donc des kits à la fin de la formation. Et cela dans différents milieux et dans différents métiers, comme vous l'avez constaté. Et si l'on fait donc le résumé de l'ensemble des métiers dans lesquels ils ont été formés, ça dépasse au moins 15. Cette formation a été possible grâce au FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui a octroyé des bourses de formation dans des métiers porteurs aux jeunes issus de milieux défavorisés. La dynamique, c'est pour cette année 2021 et d'aller encore plus loin à travers la formation de 1000 jeunes selon le même procédé. Donc ce sont des bourses de formation que nous offrons. Le public cible, ce sont des jeunes qui sont un peu défavorisés pour leur permettre d'accéder à la formation. Comme M. le ministre l'a dit, la formation professionnelle coûte cher. Les jeunes veulent, mais ils n'ont pas les moyens. C'est de voir comment on les accompagne. Et dans cet accompagnement, c'est un accompagnement total, c'est une subvention à 100%, ce qui est un peu contraire à nos pratiques, mais le gouvernement a autorisé qu'on puisse aller dans ce sens pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la formation. Les 100 jeunes de la région des Hauts-Bassins ont été formés grâce à une convention de financement de plus de 41 millions de francs CFA signée entre le FAPA et le CFPI. Place maintenant à la chronique éco de ce journal. Nous nous intéressons ce soir à cette mesure qui avait défrayé la chronique dans le milieu syndical il y a environ un an, la suspension des salaires de plusieurs agents de la fonction publique. 739 fonctionnaires en tout ont été privés des salaires pendant 2 mois pour faire des sit-ins, plus de la moitié dans l'éducation nationale. Un an plus tard, l'hebdomadaire L'Économiste du Faso revient sur le caractère illégal d'une décision qui avait été validée par le Conseil d'État. Hassane Konitamde. Fin mars 2020, 739 agents de la fonction publique, dont 415 de l'éducation, avaient connu des suspensions de salaire. En fin avril de la même année, une partie avait connu de nouvelles suspensions sans comprendre pourquoi. Pourtant, l'article 164 de la loi portant statut général de la fonction publique est bien clair concernant les suspensions de salaire. Et aucune des conditions du dit article n'était remplie pour appliquer cette sanction. En parcourant un peu la loi 081, on peut suspendre le salaire d'une personne qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou bien un conseil de discipline. Mais il se trouve que dans ce cas précis, ils ne sont pas dans cette situation. Mais en creusant davantage, on se rend compte que cette décision de suspendre les salaires de ces 739 fonctionnaires a été prise suite à un avis du Conseil d'État sur les sit-ins du mouvement syndical. Le Conseil a estimé que cette forme de manifestation est illégale et ne correspond à aucun texte régissant la fonction publique. Les concernés disent quand même que même s'il y a eu des sit-ins, ce n'est pas tous les jours. Ils n'ont pas fait les sit-ins pendant tous les jours et ce n'est pas toute la journée non plus.
on aurait dû calculer le nombre d'heures non travaillées et procéder à des coupures, à des retenues de salaire et les reverser le reliquat en fin avril. Même s'il n'y a rien. Moi, ils auraient préféré que ce soit cette procédure-là, au moins c'est plus transparent et ça engage plus leurs responsabilités. Mais d'une manière générale, taper dans le lot comme ça, ça donne un peu de frustration à certains. Cette suspension reste un point de discorde entre le gouvernement burkinabé et le monde syndical. Au cours d'une conférence de presse tenue le 4 mars dernier, le ministre de la Réconciliation nationale disait avoir de nombreux dossiers relatifs à des tensions entre l'État et les travailleurs. Voici donc une affaire dont la résolution pourrait permettre une décrispation entre les deux protagonistes. C'est vrai que c'est un concept dans lequel on ne peut pas dire exactement ce qui se passe, mais on sent que les Burkinabés veulent aller vers l'apaisement. Si le gouvernement peut trouver des voies et moyens pour, on ne dit pas forcément de reconnaître son tort et de demander pardon, procéder à des réparations pour qu'on aille vers l'apaisement, c'est un sujet qu'il faut vraiment mettre dans la balance et essayer de voir comment on peut trouver la solution pour remotiver déjà ces personnes qui se sentent en marge de ce qu'on appelle la réconciliation, là, pour qu'on puisse avancer. On se souvient qu'afin d'aider les collègues concernés par les coupures de salaire, les syndicats avaient initié des cotisations. Une opération qui a mobilisé plus de 53 millions de francs CFA. À la répartition, chaque agent devait toucher 70 000 francs CFA, mais tous n'ont pas pris cet argent pour une question d'honneur. Voilà, et nous terminons avec l'invité de ce journal, M. Aziz Tiombiano. Il est le président de l'Amicale des anciens enfants de troupe, où il est sur ce plateau ce soir pour nous parler du 70e anniversaire du PMK, le Prytanée militaire de Kadiogo, une école créée en 1951. M. Tiombiano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau. 7 décennies d'existence pour une école militaire, une école dont le rayonnement va au-delà des frontières du Burkina. C'est une grande école militaire qui a formé des hauts gradés, des officiers, des sous-officiers. Aujourd'hui, 70 ans après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire chapeau. C'est donc un devoir de nous remémorer, de souvenirs, parce que c'est une école d'excellence qui a été mise en place par des devanciers et qui, aujourd'hui, au-delà des aspects militaires dont vous parlez, ce n'est pas seulement une école militaire. Certes, elle est militaire au départ, mais elle forme des cadres, des jeunes cadres, aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional, parce que nous avons certains élèves des pays différents qui viennent limitrophes. Et donc, son rayonnement va au-delà de l'armée. Donc, il met à la disposition des différents États des cadres vaillants qui peuvent contribuer dans tous les domaines à maintenir le flambeau haut de cette école. Donc, ce sont 10 ans de formation, pas que militaire seulement, vous l'avez dit. Militaire, mais aussi des hauts cadres aussi pour les pays de la sous-région. Et c'est tout cela que vous célébrez à partir du 16 mars. Du 17 mars au 20 mars, c'est tout cela que vous célébrez. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire durant tous ces jours? C'est vrai, 4 jours, ça a l'air peu, mais c'est vraiment chargé. Nous avons vraiment 4 journées d'activité. Et la première, bien sûr, si vous permettez de commander, c'est le 17 mars qu'elle commence. La première journée avec 2 conférences dont les thèmes sont les suivants: la contribution du PMK au développement socio-économique et à la sécurité du Burkina Faso et des pays amis. La seconde, concernant la formation au PMK, vous venez de dire 70 ans après, défis et perspectives à l'horizon 2030. Comme quoi, on essaie d'anticiper et de voir comment sera l'école dans combien d'années. Surtout avec les nouvelles exigences sécuritaires marquées par la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme dans la sous-région. Effectif. Et toujours dans cette première journée, nous avons donc le course relais de promotion. Et comme je disais, depuis 1951 à nos jours, beaucoup de promotions sont passées. Et c'est une façon de donner le relais. Commencer avec certains qui vont courir, ceux qui sont là, bien sûr, qui sont en mesure de le faire, pour quitter l'ancien site jusqu'au nouveau. Parce que l'ancien site, vous devez vous rappeler que c'est bien le Marianne Gwabi actuel qui abrite le PMK. C'était le site des plus anciens, donc on parle souvent de
a été ancien site Marianne Gouabi et nouveau donc Kamwense. Et donc ça va se terminer le lendemain, 18 mars. Nous avons donc les rencontres entre les commandants de Prytanée, parce qu'il faut dire que 70 ans, c'est pas peu. Nous avons fait donc inviter plus de 10 commandants de Prytanée, de la sous-région, des pays d'Afrique et d'Europe, qui seront là pour ces choses, et aussi 10 présidents d'amicales des anciens enfants de troupe. Comme quoi, il y a beaucoup parmi eux qui ont fait leurs armes ici, leurs écoles ici, et donc l'un dans l'autre, ça permet de raffermir les liens qui nous unissent, et des trucs qui ont débuté à l'âge de 11 ans pour nous. Et toujours, de 18, nous avons une activité qui est très importante pour nous, je pense que c'est les consultations et les soins gratuits pour les populations de Kamwense et environnant, Pabré. Pourquoi je le dis? Ça va se faire sur le site du PMK. Et nous avons mobilisé des médecins aussi bien. Je reviendrai aux éléments dont vous parlez au début. Des médecins militaires et civils qui ont tous fait le PMK. Donc, comme quoi, l'amicale regorge des gens de part et d'autre qui sont à même d'apporter leur soutien à cette population-là. Et enfin, un don de sang avec le concours du CNT au profit, bien sûr, de nos malades. Alors, il faut dire que le PMK, comme vous le dites, n'est pas seulement militaire, il forme aussi des hauts cadres civils et il est aussi dans les actions sociales. Effectif. Nous sommes dans les actions sociales plutôt, excusez-moi du terme, et ça va se prouver en fait la troisième journée, le vendredi 19, nous allons faire un don de vivres à l'orphelinat de Péougnéré dans la zone là-bas, site PMK, et des dons de kits de salubrité au CSPS de Kamwense. Et il faut savoir qu'à ce niveau, l'amicale déjà, elle, dans son programme d'activité, avait eu à faire mener des activités comme les dons de vivres, toujours aux choses, des dons de lave-mains pendant la chose du Covid, la pandémie du Covid qui avait vraiment impacté tous les pays, à l'instar du Burkina Faso. Et donc, à ce titre, je vous dis que toutes les actions sociales, nous les menons sans tambour battant, et même que l'école dans laquelle nous étions, nous avons fait une réflexion du portail pour rafraîchir et un don d'une cinquantaine de livres aux élèves du lycée Marianne Gouabi, des livres écrits par des AET. Comme quoi... Qu'est-ce qui explique cette proximité entre le militaire et le civil en ce qui concerne le PMK? Qu'est-ce qui explique cela? C'est comme on dit, c'est l'union. Déjà, très jeunes, nous avons quitté nos parents très jeunes, quitté le cocon familial, arrivé à se retrouver un peu désemparés. Et il a fallu faire quoi? On était ensemble, on subissait tout, on faisait tout ensemble. Donc il y avait l'union, cette fraternité et la solidarité qui continue aujourd'hui. Alors vous êtes parfaitement l'exemple de ce que le PMK ne forme pas seulement des militaires. Vous êtes ancien élève du PMK, oui. Mais vous n'êtes pas militaire, vous êtes entré dans la vie civile, oui. Et les choses sont bien passées. Qu'est-ce que vous avez retenu de la formation au PMK? Qu'est-ce que le PMK vous a montré, vous a enseigné? Il m'a enseigné d'abord la rigueur dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est la seule chose qui peut se faire quand on veut faire quelque chose dans la vie. Sans rigueur, rien ne peut se faire. Et il nous a inculqué certaines valeurs, la franchise, l'honnêteté. Et je pense qu'à travers ça, le travail bien fait, je pense que tout le reste peut aller. Non, rigueur, discipline, franchise, honnêteté, c'est ce que vous avez. Et instruction, c'est ce bagage-là que vous avez eu au niveau du PMK et qui vous a permis d'évoluer. Alors, au-delà de l'aspect festif de ce 70e anniversaire, quel est l'objectif de cette célébration, au-delà des aspects festifs? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est déjà, comme je disais, c'est un devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, et devoir de mémoire pour ceux qui l'ont déjà fait, nous qui sommes là, qui sommes déjà des anciens, et de pouvoir faire passer le flambeau aux plus jeunes, qui sont aujourd'hui soit nos enfants, soit nos choses, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce sont des valeurs qu'on doit pouvoir garder, et voilà pourquoi on leur inculque ça. Donc, ça sera un transfert de flambeau, à la jeune génération. À la jeune génération qui verront les plus anciens, leurs parents, leurs grands-pères, qui sont passés par ces écoles. Et je pense qu'à travers là, ça va pouvoir les motiver à faire mieux que nous, comme on dit. Une jeune génération qui aura beaucoup à faire. Hein. Le défi est grand. Hein. Non, je pense qu'ils sont bien partis. Certes, il est grand, mais je pense qu'ils ont toutes les armes pour pouvoir le faire. Et avec vous, pour les soutenir, sans doute? Si, toujours. Nous serons toujours disposés à le faire.
Et si vous me permettez, il y a une activité phare qui doit se faire, toujours comme les anciens militaires. Il y a la prise d'armes qui doit se faire avec la présence effective du président du Faso, chef des armées. Et à ce niveau, c'est vraiment le clou de la soirée. Et c'est vraiment un instant solennel. Et si vous me permettez, on va terminer. Allez-y. Avec la journée du samedi, qui sera la journée de l'AET. C'est une journée que nous menons et dans laquelle toutes les générations se retrouvent. Et ça permet de faire un échange d'expériences beaucoup plus direct que de passer par certains canaux. Là, c'est une exposition photo pour les plus vieux qui verront leurs anciens étant petits. La présentation du projet du siège de l'amicale que nous avons aussi lancé, parce qu'il est arrivé à un certain stade, et je pense que ce sera l'occasion de pousser les anciens enfants de troupes à se mobiliser pour qu'on puisse parfaire ce projet. Merci, Monsieur Aziz Tiombiano, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre de la célébration des 70 ans du PMK, le Prytanée militaire de Kadiogo. Vous êtes le président de l'AET, l'amicale des anciens enfants de troupes du PMK. Merci à vous. Merci d'être venu. Rendez-vous donc du 17 au 20 mars prochain, c'est dans quelques jours. Effectivement. Merci d'être venu. Et puis, bonne fête à vous et à tous les anciens et nouveaux. Et c'est ouvert aux sympathisants. Aux sympathisants. Voilà. On sera sans doute là pour voir ce qui va se passer. Je vous remercie pour l'accueil. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Merci d'être restés jusqu'à 7h. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Bonsoir.